Bonjour et bon dimanche à vous. Aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée internationale de l'eau. En effet, chaque 22 mars, chaque année, le programme des Nations Unies met l'eau comme au centre en fait, de nos préoccupations, et donc on en fait la journée internationale de l'eau. Alors l'eau, c'est une ressource qui est abondante et en même temps qui est relativement peu disponible dans certains endroits. Et donc l'eau, elle devient un enjeu majeur de nos jours. Et on constate que le rapport international qui est sorti par l'UNESCO parle d'une crise très profonde qui attend l'humanité à partir de 2026. Et on parle non plus d'une rareté, mais vraiment une crise existentielle de l'eau pour de nombreuses personnes. Alors c'est pourquoi la Journée internationale de l'eau cette année, elle a été mise l'accent sur les droits humains et l'eau. Donc l'eau, elle est une ressource qui est très abondante sur Terre, mais principalement de l'eau salée dans les océans, et la quantité d'eau douce est relativement faible. Le développement humain a toujours été associé à cette disponibilité de l'eau, et l'humanité, elle s'est construite autour des principales rivières. Et donc si vous voyez, les civilisations ont toujours essayé de garantir la disponibilité de l'eau pour bâtir le système économique qui est derrière. Lorsqu'on parle de l'eau, il faudrait dissocier les usages, parce que l'eau douce, elle est utilisée pour nos besoins quotidiens, et donc en quantité limitée. Les besoins pour l'industrie et les secteurs économiques, mais il y a un secteur qui s'accapare 70% des usages de l'eau dans le monde, c'est l'agriculture. Et donc l'agriculture aujourd'hui, elle est au centre de cette transformation, parce que qui dit crise de l'eau et crise de disponibilité de l'eau, immédiatement on parle de crise justement de la disponibilité des ressources agricoles et donc de l'agroalimentaire, et donc en fait, in fine, une crise justement qui peut toucher la nourriture mondiale et donc les systèmes justement de la sécurité alimentaire mondiale. C'est pourquoi il faudrait véritablement une autre manière de gérer de l'eau et une manière de rationaliser davantage ses usages et de parler de productivité de l'eau. Parce que la productivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle amène l'utilisation de l'eau dans les secteurs tertiaires, dans des secteurs, par exemple, dans le secteur du tourisme et dans d'autres secteurs, comparativement à l'utilisation dans le secteur de l'agriculture. L'agriculture elle-même qui doit passer à une productivité de l'eau beaucoup plus importante. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, notamment les pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, cette disponibilité de l'eau inégale selon les pays fait en sorte que 50% de l'humanité est sous stress hydrique. Le stress hydrique est défini par une norme, c'est la disponibilité de 1000 mètres cubes par an et par habitant, pour parler d'abondance de l'eau. En deçà de ce niveau, on parle de stress hydrique, mais alors on peut parler de pauvreté hydrique à partir de 500 mètres cubes par habitant et par or, de nombreux pays aujourd'hui sont dans cette situation-là. Et la Méditerranée est un des hubs où la disponibilité de l'eau est la moins importante dans le monde. Donc comment dépasser cette contrainte et comment définir justement des politiques publiques qui permettent de réaliser une meilleure gestion de l'eau. Alors face à la difficulté justement déjà initiale de disponibilité de l'eau, beaucoup de populations se trouvent dans une situation où la rareté de l'eau elle est exaspérée par le changement climatique. Puisque le changement climatique n'affecte pas la quantité globale, mais il affecte le rythme des précipitations de plus en plus importantes en quantité, mais en très peu de temps. Enfin, ce qui rend la mobilisation de cette eau de surface beaucoup plus difficile, parce que justement les précipitations sont beaucoup plus importantes et s'écoulent en très peu de temps. Alors le changement climatique aussi donc limite le nombre de journées de pluviométrie aujourd'hui dans beaucoup de pays, et cette limitation a un impact également sur l'agriculture, sur la disponibilité de l'eau en général. Donc quel type de solution? Les premières solutions, c'est justement aller davantage vers une amélioration de l'existant. Donc mobiliser les acteurs pour des changements de comportement en matière de l'eau.
Donc consommer moins de l'eau, utiliser l'eau de manière un peu plus rationnelle et utiliser justement l'eau surtout de manière plus rationnelle dans le secteur de l'agriculture. Donc notamment l'irrigation, une irrigation plus intelligente. Et donc les technologies nouvelles aujourd'hui, les technologies dites intelligentes, permettent d'irriguer aux besoins des plantes et donc d'aller vers un système agricole qui est peu consommateur en eau. Mais également améliorer la mobilisation de l'eau. Et donc les villes aujourd'hui sont en train d'améliorer justement la récolte de cette eau de surface qui s'abat sur les villes. Elle ne doit plus être une contrainte, elle doit être aussi une manière d'améliorer la disponibilité de l'eau. Par ailleurs, il faudrait améliorer le traitement des eaux secondaires, ce qu'on appelle les eaux grises. Donc là, toutes les eaux qui sont utilisées, on pourrait les réutiliser moyennant justement des retraitements et les réutiliser notamment dans l'agriculture. Mais également, en fait, ce qu'il faudrait arriver, c'est une amélioration de la gestion des nappes phréatiques, parce que l'épuisement des nappes phréatiques n'est pas relativement bien contrôlé. Et à cet égard, il y a la solution d'un remplissage artificiel des nappes phréatiques, c'est-à-dire diriger les eaux récoltées des pluies notamment pour remplir les nappes phréatiques. Beaucoup de villes aujourd'hui se distinguent dans cette solution technologique et une solution aussi qui va sur le naturel, c'est-à-dire une solution basée sur la nature. On utilise les procédures naturelles pour pouvoir mobiliser en fait les eaux de surface dans les villes et les injecter dans les... Alors toutes ces solutions pour avoir une meilleure utilisation et une meilleure mobilisation, mais également, il faudrait dire, avec toutes ces solutions, on pourrait avoir quand même des contraintes très fortes dans certains pays et ces pays se dirigent vers les solutions de désalinisation. Alors toute la désalinisation n'est pas forcément, elle permet d'améliorer la situation, comme on le voit dans les pays du Golfe, dans les pays méditerranéens, dans d'autres pays, mais en même temps, ça produit des effets environnementaux non désirables à travers les rejets qui sont toxiques. Alors, en plus, cette solution en fait, de désalinisation nécessite beaucoup d'énergie. Donc, dans les pays à forte abondance énergétique, on pourrait aller vers cette solution. Mais dans des pays où il y a des contraintes énergétiques, donc on ne peut pas aller vers la désalinisation à outrance. Et donc, il faudrait aller vers les énergies renouvelables pour pouvoir désaliniser les eaux, mais à condition de résoudre les problèmes par ailleurs des rejets en fait qui suite à la désalinisation, qu'on pourrait généraliser ces solutions. Donc on voit bien aujourd'hui la question de l'eau, on essaye de la régler avec différentes facettes, différentes politiques, mais au final, il y aura des pays qui seront sous un extrême stress hydrique et d'où on parle de nos jours peut-être à des guerres de l'eau. Alors, les guerres de l'eau, c'est une expression qui pourrait choquer à première vue, mais ce sont des guerres qui sont très plausibles dans le futur, parce que plusieurs pays vont être en train d'utiliser des nappes qui peuvent être les mêmes, et donc on pourrait avoir des conflits sur l'utilisation des nappes profondes, on pourrait avoir des conflits sur l'utilisation des rivières, et donc en fait c'est des rivières, c'est des quantités d'eau qui sont partagées entre plusieurs pays, et donc des tensions internationales commencent à émerger autour de ça. Et beaucoup de personnes en matière de géopolitique pensent que justement les nouvelles guerres seront moins sur l'énergie si on passe à la transition énergétique et plus sur l'eau qui est une ressource qui se raréfie et qui est partagée et c'est un problème d'existence pour certains pays. Donc que faut-il faire justement? C'est des solutions de pacification, c'est des solutions de droit international, d'établissement de droit international pour ces ressources partagées et comment gérer ces ressources partagées. Alors pour l'instant, ce droit international sur les ressources partagées n'est pas suffisamment développé pour pouvoir résoudre tous ces problèmes qui émergent déjà. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait justement aller vers ce type de solution. En l'absence de solutions efficaces sur l'eau et la disponibilité de l'eau, automatiquement, on aura immédiatement des flux migratoires très importants dans le futur. Parce que sans existence
de l'eau en quantité suffisante, cela provoquerait justement des effets de déplacement des populations qui ne peuvent pas vivre sans la quantité d'eau. Et c'est ce que l'on constate déjà dans certains pays du Sahel et les pays en fait au centre de l'Afrique, mais dans d'autres régions du monde où la rareté de l'eau pousse en fait les agriculteurs à abandonner leurs terres et vers les villes, et s'il n'y a pas de solution dans les villes, vers d'autres pays. Et donc ces mouvements migratoires sont essentiellement provoqués par les problèmes de l'eau. Donc sans rétablir des solutions efficaces sur la disponibilité de l'eau pour tous les pays et pour tous les humains, c'est pourquoi il faudrait relier ça aux droits humains, on n'aura pas justement de solution aux problèmes de migration internationale, la migration interne et externe. L'eau n'annonce pas forcément les guerres. Elle révèle surtout la qualité de nos politiques. Et la vraie question est peut-être celle-ci, aurons-nous la volonté de partager? C'est une ressource qu'il faudrait partager et il faut la protéger et la rendre accessible à tous les humains. Et c'est pourquoi elle doit être au centre des droits humains. Le droit à l'accès à l'eau pour tous les humains est un droit fondamental qu'il faudrait absolument protéger par les Nations Unies, par les lois, par les conventions internationales et le mettre en pratique. À très bientôt pour une autre vidéo du dimanche sur d'autres sujets. Et n'hésitez pas de partager avec moi vos analyses, vos remarques et suggérer des thèmes pour les prochains dimanches.